Donc, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de partager notre expérience, je dirais, en tant que dermatologue par rapport aux urticaires chroniques. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions, surtout concernant la prise en charge et également la physiopathe. Donc, les choses l'un découlent de l'autre. Et on va voir au fur et à mesure l'évolution de la prise en charge des patients. On va bien sûr insister sur les urticaires chroniques parce que c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. Donc, vous savez très bien que c'est un motif très fréquent de consultation. Et à peu près tous les patients ont eu au moins une fois une poussée d'urticaire. Et on verra comment on va parler d'urticaire chronique. Et il reste beaucoup de controverses concernant la terminologie, la physiopathe, la prise en charge, les diagnostics différentiels. Il y a des pathologies qui faisaient partie des urticaires, là elles ne le font plus, et peut-être que dans quelques années on vous dira que non, c'est de l'urticaire. Et le plus gros problème, ça reste bien sûr la prise en charge. Heureusement qu'il y a des experts qui, de temps en temps, se réunissent et vont nous proposer des recommandations. Ces recommandations vont beaucoup nous aider dans 99% des cas. Vous aurez toujours 1% des patients que, malheureusement, on ne pourra pas gérer en pratique quotidienne. Mais avant de démarrer vraiment sur la prise en charge, on va mettre les choses dans leur contexte. Donc le mot urticaire, vous savez très bien que ça vient d'ortie. Donc c'est très facile de comprendre la symptomatologie. On a tous touché enfant, donc une feuille d'ortie, et obligatoirement on va voir cette symptomatologie qui est caractéristique et qui va donner cette lésion urticarienne. Donc on a tous déjà vu un de nos patients se présenter à la consultation pour vous dire « Docteur, ça me gratte » et quand c'est chronique, c'est récurrent et ça peut avoir un retentissement sur la qualité de vie. Donc les caractéristiques de l'urticaire sont connues, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces lésions? C'est très important de connaître la physiopathe pour donner le bon traitement, mais également pour suivre cette évolution et éventuellement avoir de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc pour les urticaires en général, quelle que soit l'étiologie, qu'elle soit aiguë ou chronique, on a un couple infernal. Ce couple, c'est le mastocyte avec sa copine ou son copain, donc l'histamine. Ce fameux mastocyte va être sage jusqu'à un certain moment, il va être stimulé. Et là, au cours de la stimulation, il va y avoir une dégranulation et bien sûr la sécrétion de cette histamine qui a certaines caractéristiques qui va donner ces lésions cutanées. Mais les choses, malheureusement, ne sont pas aussi simples que ça. Et on voit qu'avec l'évolution, là, on a deux grands chapitres concernant la physiopathe. Donc il y a deux grandes parties. Il y a une partie que vous voyez à votre gauche où il y a une activation non immunologique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'allergie, ce n'est pas de l'immunologie. Je prends une substance, je prends un aliment, je développe de l'urticaire. Ceci va être expliqué par un apport exogène, surtout d'histamine, mais également d'autres substances qui vont donner des lésions urticariennes. Et bien sûr, il y a le versant immunologique. Dans ce versant immunologique, on va avoir essentiellement 4 types de réactions. C'est ce que vous voyez à votre droite. La réaction la plus connue qu'on a tous vue à la fac, c'est la réaction IgE dépendante. Mais ceci ne représente que 5, maximum 15% des lésions d'urticaire. Donc vous voyez que la composante allergique est vraiment minime. On peut avoir des réactions qui sont IgG dépendantes, mais surtout, et ce qui nous concerne en dermatologie, on va avoir des réactions qui sont dues aux lymphocytes T. Et là, on va parler des urticaires de contact. Donc vous devinez bien que les étiologies peuvent être fréquentes. Vous pouvez avoir un patient qui va avoir une urticaire suite à une prise médicamenteuse, un autre à un aliment, d'autres une réaction immunologique particulière dans le cadre d'une maladie auto-immune et un autre dans le cadre d'un contact avec une substance. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs substances impliquées et donc les cibles thérapeutiques évoluent à fur et à mesure. Et là, jusqu'à 2015, on est arrivé à une nouvelle théorie. Cette nouvelle théorie parle de fragilité du mastocyte. C'est un mastocyte qui est beaucoup plus fragile, même chatouilleux par rapport à d'autres, et n'importe quelle stimulation de l'environnement va rendre ce mastocyte actif et il va mettre à dégranuler de l'histamine, d'autres substances inflammatoires telles que les prostaglandines par exemple. Donc un patient peut être tout à fait normal, un bon jour ces mastocytes deviennent plus fragiles et il se met à faire de l'urticaire sans qu'il y ait d'étiologie évidente. Ce qui va se traduire donc cliniquement par une papule. Cette papule a des caractéristiques, elle est œdémateuse, comme si on avait injecté donc en intradermique du sérum physiologique, elle est rosée, érythémateuse, et les principales caractéristiques sont surtout que les lésions sont fugaces. Donc le patient peut venir à la consultation et n'avoir aucune lésion. Vous n'allez pas dire à votre patient non, vous n'avez pas de l'urticaire parce qu'il n'y a pas de lésion. C'est vraiment l'histoire clinique, l'interrogatoire qui va primer et elle est migratrice.
ou d'hier je l'ai eu au niveau du visage, le lendemain au niveau du dos, etc. Donc c'est vraiment cette suite qui est assez chronologique qui permet de poser le diagnostic. Pourquoi l'urticaire nous pose également d'autres problèmes indépendamment de la prise en charge? C'est également à cause de la gravité. Tout patient qui fait une urticaire superficielle est susceptible un jour de faire une urticaire profonde et donc un œdème du Quincke et d'avoir toute la symptomatologie avec une dyspnée, un arrêt cardio-respiratoire, une dysphagie, etc. Donc aucun patient n'est épargné et on n'a pas d'éléments pour savoir si tel patient va évoluer vers un tableau grave et l'autre pas. Donc la classification des formes cliniques, vous le devinez bien, est assez délicate et elle est faite de façon arbitraire. On peut classer en fonction de la topographie, en fonction de l'aspect des lésions, en fonction de leur évolution. Et on peut avoir des patients donc, qui ont des urticaires généralisées, c'est-à-dire étendues, ce qu'on appelait avant des urticaires géantes. Ça, on peut avoir ces patients, mais ce n'est pas du tout prédictif d'une évolution vers une urticaire profonde. Alors qu'un patient peut avoir une seule lésion et avoir l'association avec une atteinte beaucoup plus profonde. Les lésions peuvent être circinées, donc prêtées à confusion avec le diagnostic avec un centre sain. Elles peuvent être hémorragiques ou purpuriques, et là on va plus penser à une étiologie dans le cadre de maladies systémiques, telles qu'un lupus par exemple. Elles peuvent être micropapuleuses, et là ça va nous orienter vers des étiologies particulières. Donc quand il s'agit d'urticaires qui sont de très petites lésions, la première question dans notre enquête étiologique qui va beaucoup nous aider pour la prise en charge, c'est de poser la question au patient si ces lésions apparaissent après un effort, s'il y a une sensation de chaleur ou la sudation donc, va faire aboutir ces lésions à cet aspect. Et là, on va plus penser à une urticaire cholinergique. Donc, ce n'est pas vraiment l'histamine qui va intervenir dans la physiopathe. Vous devinez bien que la prise en charge et le traitement vont être totalement différents. Et toutes ces formes d'urticaire peuvent coexister chez un même patient, ce qui va compliquer encore plus donc, la prise en charge. Il n'y a aucun examen complémentaire qui va vous permettre de confirmer, ce n'est pas une néoplasie, on fait une biopsie, on vous dit telle néoplasie, tel stade. Donc il n'y a pas d'examen complémentaire où vous allez avoir un compte-rendu, il s'agit d'une urticaire. C'est vraiment l'interrogatoire, l'histoire clinique du patient, ses antécédents et bien sûr l'examen clinique. Ce qui est très important, c'est de différencier une urticaire aiguë d'une urticaire chronique. Dans 90% des cas des urticaires chroniques, l'étiologie est là. J'ai pris tel aliment, tel médicament, au bout de quelques heures, j'ai eu tel symptôme, tout est rentré dans l'ordre. L'urticaire chronique, l'interrogatoire va être beaucoup plus laborieux et dans 80% des cas, on ne retrouve pas d'étiologie. C'est là où on parle d'urticaire idiopathique, qui reste l'étiologie malheureusement la plus fréquente. Quand allons-nous parler d'urticaire chronique? Donc là, tout le monde est d'accord, la communauté scientifique a donc fixé un délai de 6 semaines pour parler d'urticaire chronique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ces résultats qui ont été obtenus à travers des cohortes très importantes. C'est bien beau de dire à votre patient, oui, vous avez une urticaire chronique. Il va vous dire, docteur, quel est le pronostic? Donc on doit connaître le pronostic et proposer des chiffres à notre patient. Donc quelqu'un qui a une urticaire chronique, on peut lui dire que dans 40 à 50% des cas, il y a un risque. Il doit vraiment surveiller. S'il sait qu'il y a un facteur étiologique, il faut l'éviter. C'est quelque chose de relativement fréquent. Ça va rassurer le patient aussi. Si son urticaire chronique donc, évolue de plus de 3 mois, il faut lui dire que dans 40% des cas, dans 1 an, elle sera encore là. Dans 30% des cas, dans 2 ans, elle sera encore là. Mais on peut dire les choses différemment. Dans 70% des cas, dans 2 ans, vous serez débarrassé de votre urticaire. C'est exactement la même information, mais pour le patient, il va la recevoir différemment. Si c'est une urticaire qui évolue depuis plus de 6 mois, malheureusement, il faut savoir que dans 20 ans, 20% des patients l'auront quand même. Donc c'est très important d'expliquer ces détails aux patients. Comme ça, quand il sort avec votre ordonnance, il sait que ce n'est peut-être pas la seule ordonnance qui va venir, que les choses vont évoluer, il y aura de nouvelles cibles thérapeutiques et qui sera sûrement un jour guéri de son urticaire. Toutes ces données, donc qu'elles soient cliniques, épidémiologiques, ont permis de proposer une nouvelle classification en 2013. Cette classification, comme vous le voyez, concerne les urticaires chroniques. Donc, et là, on va distinguer 2 grands groupes. Les urticaires où il n'y a pas d'étiologie. Donc, c'est les urticaires idiopathiques qui sont spontanément là. On ne retrouve pas pourquoi tel patient fait des poussées d'urticaire. Et d'autres qu'on a nommés inductibles.
Et là, dans les urticaires inductibles, le grand groupe, c'est les urticaires physiques. Là, l'étiologie est relativement aisée si notre interrogatoire et l'examen clinique est correctement fait. Ça va être une urticaire au froid. Il vous dit à chaque fois que je pars en Europe en hiver, je fais des poussées d'urticaire ou quand je sors en Tunisie, les journées froides. Une urticaire solaire, à l'eau, en fonction de la salinité de l'eau, etc. Une urticaire de contact aux orties ou certaines plantes. Donc c'est pour ça que l'interrogatoire est vraiment l'élément clé pour la prise en charge. Et notre démarche en cas d'urticaire reste étiologique. Le diagnostic est facile, il est clinique. Donc vous allez examiner votre patient, vous avez le diagnostic, ça évolue depuis plus de 6 semaines, nous sommes dans une urticaire chronique. Mais pour pouvoir correctement prendre en charge notre patient, il faut faire une anamnèse, un examen clinique et des bilans orientés. Il n'existe pas de bilan standard concernant les urticaires chroniques. Parce que les patients sont souvent sur Internet, donc il vient avec son diagnostic, docteur, je veux un bilan. Bilan, quel bilan? Tout le bilan pour savoir ce que j'ai. Non, on ne peut pas faire tous les bilans. Il y a ceux qui sont indiqués et d'autres qui n'ont aucune place dans le cadre des urticaires. On va donc démarrer petit à petit, interrogatoire, examen clinique. Élément très important, l'ancienneté, l'intensité, le mode d'évolution. Quelqu'un qui a des poussées tous les jours, on ne va pas le prendre en charge de la même façon que quelqu'un qui fait une poussée tous les mois. Le caractère continu ou récidivant et surtout la durée des lésions. Si c'est quelques minutes ou 24 heures, ce n'est pas la même chose. Il faut bien sûr rechercher les antécédents familiaux parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, pour les urticaires au froid, qu'il y avait un gène qui était identifié. Donc c'est important d'aider le patient dans cette démarche de la recherche d'une étiologie particulière. Et bien sûr, élément capital de l'interrogatoire, c'est de rechercher les prises médicamenteuses. Malheureusement, en Tunisie, certains patients considèrent que certains traitements antalgiques anti-inflammatoires, ce n'est pas vraiment des traitements. Donc, ils oublient de vous dire qu'est-ce qu'il a pris. Or, quand on voit la liste des médicaments qui vont induire les urticaires, il y a des médicaments qui sont utilisés quotidiennement. Donc, il faut vraiment préciser tous les cachets, les sirops, les produits injectés que le patient a utilisés. Et bien sûr, ne pas oublier les habitudes alimentaires où l'élément important pour les habitudes alimentaires, c'est de distinguer une vraie allergie d'une fausse allergie. Une fausse allergie, c'est un aliment qui va apporter beaucoup d'histamine sans que le patient soit allergique à aucune substance. Une allergie, on est allergique à telle ou telle substance de façon IgE dépendante. Bien sûr, certaines localisations vont être évocatrices d'une étiologie particulière, surtout les urticaires de contact. Des signes associés, si c'est quelqu'un qui a un rénal, etc., on va penser à une maladie systémique. Ne pas oublier, bien sûr, les signes de gravité. Donc, d'après vous, quelles sont les investigations allergologiques qu'on va proposer à un patient qui se présente? Les investigations inutiles, il faut bien l'expliquer aux patients, ça ne sert à rien de rechercher des pneumoallergènes. L'urticaire n'est pas classé parmi les maladies atopiques de la marche atopique. Vous savez très bien que la marche atopique, c'est l'asthme, la rhinite allergique, la conjonctivite allergique et la dermatite atopique. Il n'y a pas d'urticaire. Ça ne sert à rien de rechercher si le patient est allergique à un additif, un conservateur, des arômes ou des médicaments, sauf s'il y a une histoire pour le médicament qui est nette et claire, mais les tableaux sont généralement différents. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme exploration? Bien sûr, de différencier l'allergie alimentaire d'une fausse allergie, parce qu'interdire par exemple des crevettes à vie à quelqu'un alors que c'est une fausse allergie, ça n'a pas de sens. Rechercher une sensibilité éventuellement IgE dépendante si l'anamnèse, l'interrogatoire sont en faveur. Et pour les tests de provocation orale, vraiment très attention, ne jamais le faire dans un cabinet de ville. Il faut qu'il y ait un centre de réanimation juste à côté. Pour les urticaires physiques, c'est très simple, il suffit de faire le test approprié. Si c'est une urticaire au froid, on va mettre un glaçon pendant 15 minutes et voir l'apparition d'une papule urticarienne. Pour les urticaires de contact, il y a d'autres explorations allergologiques. Vous avez donc des unités spécifiques pour les explorations. Donc en pratique, après l'interrogatoire, l'examen, éventuellement les bilans que vous avez demandés, comment on va prendre en charge ou traiter notre patient. Donc on peut se poser plusieurs questions. Moi, à l'interrogatoire, j'ai trouvé qu'il a des épigastralgies, des céphalées, quelques épisodes de diarrhée. Est-ce que je vais pousser mes explorations aussi loin? Non, je ne vais pas les pousser aussi loin parce que le consensus de la Société française, qui date déjà depuis 2003, est clair.
devant toute urticaire chronique qu'on va traiter pendant 2 mois sans faire de bilan, on va passer à une deuxième étape, s'il n'y a pas d'amélioration bien sûr, et c'est le petit carré en bas, et on va demander qu'une NFS, une VS, CRP et des anticorps thyroïdiens. Vous allez me poser pourquoi parmi tous les anticorps antithyroïdiens? Parce que les dysthyroïdifrus sont très fréquentes. Et en plus, on a constaté que la prise en charge de ces dysthyroïdies améliorait énormément l'urticaire. Donc il y a un apport. Le contre-exemple, c'est qu'on a constaté que les patients qui ont des urticaires ont des sérologies à Helicobacter pylori souvent positives. Donc on peut se dire, on va la demander aussi de façon systématique. Mais si on traite ces patients, leur urticaire ne s'améliore pas. Donc il n'y a aucun apport à demander ces examens. Donc on va se contenter uniquement de ces examens, sauf bien sûr s'il y a une symptomatologie qui oriente vers une étiologie très particulière. Concernant le traitement proprement dit, c'est-à-dire l'ordonnance avec laquelle le patient va sortir, on doit se poser systématiquement toutes ces questions. Quelle molécule je vais choisir? Quelle dose? Est-ce que je vais donner en mode continu ou discontinu puisqu'on parle d'une pathologie chronique, donc théoriquement qui peut aller jusqu'à 20 ans comme on l'a vu dans les statistiques? Quelle durée de traitement? Et comment je vais hiérarchiser mes médicaments? En fin de compte, je dispose de beaucoup de médicaments comme vous le voyez. Donc si on reprend en sens inverse la physiopathe, donc on a vu au début les mécanismes, là on va voir les différentes cibles thérapeutiques. Je trouve quand même qu'on a une panoplie de traitements qui sont efficaces, certes de façon ciblée sur différents mécanismes, mais qui peuvent m'aider à la prise en charge des urticaires. Donc bien sûr, je vais utiliser d'emblée des antihistaminiques puisque l'histamine est le facteur donc, principal dans la physiopathe, mais également des antileucotriènes. On a dit qu'il y a des prostaglandines, il y a des substances pro-inflammatoires. Je pourrais utiliser également des immunosuppresseurs, la cyclo, le méthotrexate, le MMF, etc. Mais également des anti-IgE. Bien sûr, après, le prix de chaque médicament va être différent. Donc, quelle molécule je vais choisir? C'est pour ça que des experts se réunissent régulièrement depuis 2003 pour nous proposer des recommandations qui, à chaque fois, sont adaptées, mieux adaptées à la pratique de tous les jours. Mais avant de voir ces recommandations, c'est important de savoir que tous les antihistaminiques ne sont pas équivalents. Donc c'est important de connaître la cible de chaque antihistaminique, mais également ses effets secondaires. À titre d'exemple, si on prend la desloratadine, certes c'est un antihistaminique, mais ça va agir sur les éosinophiles, sur le chimiotactisme des macrophages et sur d'autres substances pro-inflammatoires avec peu d'effets secondaires. D'autres vont avoir des cibles différentes. Donc l'interrogatoire, la clinique, le facteur déclenchant reste quand même très important pour choisir notre molécule. Et on va essayer de remonter de façon chronologique donc ces recommandations et vous allez voir qu'il y a quand même une logique à suivre ces recommandations au fur et à mesure. Et on va démarrer, je dirais, par la plus ancienne, mais là, c'est une des plus complètes, celle de recommandation française de dermatologie. C'est là où on a vu le bilan à faire au bout de 2 mois de traitement. Donc, que proposaient les Français? Devant toute urticaire chronique, qui date de plus de 6 semaines, où on n'a pas vraiment un facteur net, on va donner d'emblée un antihistaminique de 2e génération. Donc, d'emblée, c'est la 2e génération en monothérapie. Je vais revoir mon patient au bout de 4 à 8 semaines. Et là, soit je vais changer d'antihistaminique, mais toujours dans cette nouvelle génération, ou je me dis, je vais associer un autre antihistaminique, parce que ça ne marche pas, et c'est là où je ferai mon bilan. Et on va observer qu'il va avoir une cascade. Donc, je peux aller à 4 antihistaminiques. Certes, je suis hors AML, mais les recommandations sont claires et nettes. Et ce n'est qu'au-delà de 4 antihistaminiques que je peux envisager un autre traitement alternatif. Mais quand on voit ces recommandations d'un peu plus près, ça ne répond pas à toutes mes questions. Mode continu, discontinu, quelle durée, quand arrêter, comment arrêter, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des recommandations européennes. Donc tous les Européens se sont réunis en s'inspirant de ces recommandations françaises en 2009 pour nous proposer quelque chose de plus précis. Et là, quelles sont les différences? C'est toujours cet antihistaminique de première génération en première intention, mais on revoit le patient au bout de 2 semaines. Ça ne sert à rien de laisser quelqu'un souffrir 4 à 8 semaines avec une urticaire. Et on augmente d'emblée la dose x 4. C'est-à-dire, on ne va pas aller vers 2 antihistaminiques, 3, 4. Je peux d'emblée dire, vous allez prendre 3, 4 comprimés du même
antihistaminiques. Pour la simple et unique raison que c'est plus facile de gérer une boîte de médicaments que d'avoir 4 boîtes d'antihistaminiques. Pour le patient, certes la boîte va se terminer un peu plus vite, mais c'est plus facile d'avoir une seule référence. Et après, au bout de 1 à 4 semaines, je vais passer vers d'autres traitements. Les Français se sont dit, eh ben, on a raté le coche, il y avait les recommandations françaises, maintenant elles sont européennes, on va reprendre ces recommandations européennes. 3 ans après, ils ont repris ces recommandations et on va analyser les choses différemment. On ne va pas refaire de nouvelles recommandations, mais on va analyser l'apport des antihistaminiques. Donc ils sont d'accord avec les recommandations françaises pour dire que ça va être un antihistaminique de nouvelle génération. Et ce qui ressort de l'étude de tous ces antihistaminiques, c'est que la desloratadine est le seul antihistaminique qui est actif pour toutes les étiologies parce qu'il a plusieurs cibles. Et ils sont tous d'accord également d'aller à 4 fois la dose sans qu'il y ait d'effets secondaires particuliers ni sur la somnolence ni la vigilance. Donc à travers toute cette revue de la littérature, on voit qu'il y a toutes les études démontrent l'efficacité de ces antihistaminiques. On peut aller à 4 fois les doses. Ce sont les 7 antihistaminiques qui ont eu des études qui sont en double aveugle et qui sont statistiquement valables. Donc si on a à choisir entre les antihistaminiques, ça va être ces 7 molécules. Les Européens se sont dit, si les Français ont remis à jour nos recommandations, nous aussi en 2014, on va remettre à jour en étudiant tous les articles récents et voir si on peut apporter un plus par rapport à la prise en charge de l'urticaire chronique, parce que malheureusement, ça pose toujours un problème. Honnêtement, il n'y a pas eu un grand changement. Ils n'ont fait que confirmer ce qui a été déjà démontré en 2009, mais c'est déjà une bonne réponse de dire que ce qu'on avait fait est bien, donc c'est bien de continuer sur cette voie. Donc c'est toujours un antihistaminique de 2e génération. On peut augmenter les doses à 4 fois avec un recul suffisant et dire aux patients qu'il n'y a aucun problème. Et donc là, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris chaque question une à une et ils ont répondu à toutes les questions qu'on se pose tous les jours en pratique quotidienne. Donc les anti-H1 restent le traitement de référence. La nouvelle génération est le traitement de première intention. Il faut donner un traitement en mode continu. Parce qu'on avait certains moments tendance à dire quand vous avez une petite poussée ou vous sentez des petits prodromes, prenez votre comprimé. Non, on dit aux patients, je vous revois dans 2 mois, dans 3 mois. C'est 2 mois d'antihistaminique quotidien. Après, si on veut arrêter, on va discuter de l'arrêt. Et d'ailleurs, cet arrêt doit être progressif. Parce que cette explication vient de la théorie du mastocyte chatouilleux. C'est un mastocyte qui est fragile. Donc il faut vraiment le protéger longtemps pour qu'il ne soit plus stimulé par des facteurs de l'environnement et dégranulé d'histamine. Donc c'est un mode continu et on arrête progressivement. Il prenait 4 comprimés, la semaine d'après il va en prendre 3 pendant 2 semaines, la semaine d'après il va en prendre 2, un jour sur 2. Donc on va y aller vraiment progressivement pour l'arrêt. Comme ça, dès qu'il y a une petite récidive, on peut réaugmenter les doses ou donner de façon quotidienne. On peut se poser aussi, la femme enceinte a le droit de faire des poussées d'urticaire. Donc, quels sont les antihistaminiques qu'on peut prescrire pour ces patientes? Et vous voyez qu'on a quand même le choix entre les molécules. Et là, il n'y a plus de problème par rapport aux femmes enceintes. Les enfants aussi peuvent donner, donc avoir des poussées d'urticaire. Que donner à l'enfant? Sachant que certaines études, les 2 dernières années, ont montré que les antihistaminiques au long cours pouvaient diminuer ou avoir un impact sur les résultats scolaires de l'enfant par un petit manque de vigilance. Donc là, ils ont tranché. On peut donner chez les enfants, au-delà de 2 ans, bien sûr, des antihistaminiques de 2e génération. On peut aussi augmenter les posologies, mais pas comme l'adulte x4, il faut adapter ça au poids. Et il y a même donc des galéniques qui sont adaptés pour l'enfant sous forme de sirop. Donc honnêtement, entre 2009 et 2013, il n'y a pas eu un grand changement, sauf qu'on a la main beaucoup plus facile vers d'autres thérapeutiques s'il y a un échec des antihistaminiques qui reste le traitement de référence et ça doit être un antihistaminique de nouvelle génération. Donc là, c'est l'article le plus récent de la littérature. Ils ont repris tous ces éléments, mais juste pour vraiment les confirmer. Donc il faut toujours ces antihistaminiques en première ligne. Pourquoi les utiliser? Parce qu'ils sont les moins sédatifs, les mieux tolérés, et il y a beaucoup moins d'effets anticholinergiques.
Donc ceci est vrai pour toutes les urticaires, sauf les urticaires cholinergiques, ou au contraire, on va plutôt avoir besoin d'un effet anticholinergique. Et là, ils insistent qu'il n'y a que 7 molécules qui ont été étudiées et il n'y a pas vraiment d'études comparatives entre les différentes molécules, mais ça viendra peut-être un jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à toute cette chronologie des recommandations pour l'urticaire chronique? Les choses sont beaucoup plus claires. Devant un patient qui a une urticaire chronique, donc on a une démarche qui est standardisée. On peut même expliquer au patient que c'est vraiment une activation de ce mastocyte. Il a des cellules qui sont fragiles. On va essayer de les protéger pendant un certain moment pour qu'elles soient moins fragiles. C'est une maladie fréquente, il n'est pas le seul à avoir ce problème, mais qu'elle est exceptionnellement allergique. Donc ce n'est pas la peine d'étiqueter le patient en tant que patient allergique. La clé de la prise en charge, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique pour poser le diagnostic, mais également pour prendre en charge notre patient. Très peu d'examens complémentaires, ça ne sert à rien d'alourdir le budget. Autant lui expliquer que peut-être qu'il aura acheté 4 boîtes de traitement au lieu d'une ou 4 fois la dose. Le traitement est uniquement suspensif, c'est pour ça qu'il faut un mode continu. Le traitement est basé en première intention sur les antihistaminiques de 2e génération. Et là, je termine avec les corticoïdes, mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à ça. Ils ont une place très limitée. Parce qu'il y a eu de très grosses études qui ont montré que des urticaires aigus étaient transformés en urticaires chroniques par des prises séquentielles de corticoïdes. Pas de corticoïdes en première intention. Expliquer au patient, même si l'urticaire est très étendu, géant, tant qu'il n'y a pas de signe de gravité, il va prendre ses doses, on va augmenter les doses. Ça ne sert à rien de donner une dose de corticoïde qui va certes l'améliorer instantanément, mais qui va pérenniser l'urticaire. On est sûr de garder notre patient dans la catégorie urticaire chronique, alors que peut-être qu'au début, il s'agissait juste d'une urticaire aiguë. Et je vous remercie sur ces recommandations.